20 millions de dollars, 227 agents mobilisés, plus de 26 000 sessions de télépathie opérationnelle consignées dans les archives du gouvernement américain. En 1995, la Central Intelligence Agency a déclassifié un dossier de 12 000 pages exposant l'un des programmes les plus confidentiels de la guerre froide. Le gouvernement des États-Unis a financé, structuré et déployé une unité de voyants militaires pour espionner les sous-marins nucléaires soviétiques, localiser des otages américains en Iran et traquer l'infrastructure de Mouammar Kadhafi en Libye. Les documents prouvent que des coordonnées géographiques étaient fournies à des individus isolés dans des cages de Faraday, générant des descriptions d'installations ennemies ultérieurement confirmées par l'imagerie satellitaire. Cette enquête dissèque les rapports déclassifiés, les audits budgétaires et les journaux de mission du projet Stargate de 1972 à sa dissolution en 1995. Aucune spéculation, uniquement les faits, les chiffres et la documentation d'une administration qui a tenté de militariser la conscience humaine. En octobre 1972, une note de renseignement classifiée atterrit sur le bureau de Richard Helms, alors directeur de la CIA. Le document, compilé par les services de renseignement scientifique, détaille l'injection de millions de roubles par l'Union soviétique dans la recherche psychotronique au sein d'installations lourdement gardées à Novosibirsk et à l'université de Leningrad. Les rapports indiquent que le KGB teste l'utilisation de l'hypnose à distance et de la télépathie pour altérer le fonctionnement des systèmes informatiques et voler des secrets d'État. Craignant un désavantage stratégique majeur, souvent qualifié en interne de « psychic gap », en référence au missile gap des années 1950, la direction de la science et de la technologie de la CIA ordonne une réponse immédiate. Le bureau du service technique, Office of Technical Service, sous la direction du Dr Sidney Gottlieb, l'architecte du projet MK-Ultra, débloque un financement initial de 50 000 $. Ce budget est transféré via des sociétés écrans à l'Institut de recherche de Stanford, SRI, un centre d'innovation technologique situé à Menlo Park, en Californie. La CIA mandate 2 physiciens spécialisés dans les lasers, le Dr Al Puthoff et le Dr Russell Targ, pour déterminer si la perception extrasensorielle peut être isolée, mesurée de manière biométrique et, ultimement, instrumentalisée. Le SRI met en place des protocoles stricts, enfermant les sujets dans des pièces acoustiquement isolées, blindées par des cages de Faraday. Le programme initial reçoit le nom de code SCAN8 pour Scanning by Coordinate, marquant le premier effort systématique du gouvernement américain pour appliquer la rigueur de la physique quantique et de la méthodologie en double aveugle à l'espionnage psychique. Le 6 juin 1973, l'Institut de recherche de Stanford initie une expérience charnière avec Ingo Swann, un ancien employé des Nations Unies de 40 ans, recruté par Puthoff pour ses résultats singuliers lors de tests préliminaires. L'objectif n'est pas de collecter des impressions vagues, mais de générer des perturbations physiques quantifiables. Swann est introduit dans un laboratoire souterrain du complexe de l'université de Stanford, abritant un magnétomètre à dispositif supraconducteur à interférence quantique, abrégé en SQUID. Cet équipement, conçu pour détecter la désintégration des particules à un niveau subatomique, est enfermé dans une cloche à vide en aluminium, isolée par du mu-métal et enterré sous plusieurs mètres de béton, rendant toute interférence extérieure physiquement impossible. À 18 heures précises, les enregistrements oscillographiques de Puthoff montrent un décalage soudain de la fréquence du magnétomètre lorsque Swann déclare concentrer son attention sur le cœur de la machine. L'anomalie dure exactement 45 secondes, s'arrêtant au moment exact où Swann annonce la fin de sa session. Les données brutes, transmises aux analystes de la CIA, provoquent l'élaboration de la vision à distance par coordonnées, Coordinate Remote Viewing, ou CRV. Swann, collaborant avec le physicien Targ, développe un manuel militaire rigide en 6 étapes. Le protocole CRV exige que l'officier traitant fournisse au voyant uniquement des coordonnées de latitude et de longitude. Le voyant doit esquisser des idéogrammes spontanés dans les 3 premières secondes pour contourner le cortex analytique, suivi de données sensorielles brutes, température, texture, odeur, puis de données dimensionnelles, hauteur, largeur, masse.
Ce processus compartimenté visait à éliminer le biais cognitif, transformant le sujet en une antenne de réception passive capable d'être utilisée dans des conditions de guerre de l'information. À l'été 1974, la CIA décide de tester la viabilité tactique du SRI avec une cible opérationnelle vivante et hautement classifiée. Le sujet est Pat Price, un ancien commissaire de police de la ville de Burbank, dont le dossier affiche une précision visuelle jugée anormale. L'agent de liaison de la CIA lui fournit les coordonnées 50 degrés 10 minutes nord, 78 degrés 03 est. Price ignore qu'il s'agit du polygone de Semipalatinsk, en République socialiste soviétique du Kazakhstan, le site principal des essais d'armes nucléaires du complexe militaro-industriel soviétique. Enfermé dans le laboratoire de Menlo Park, Price commence à dicter une série de descriptions techniques extrêmement pointues. Le 9 juillet 1974, la transcription de sa session détaille une grue portique gigantesque se déplaçant sur des rails massifs. Price décrit la grue comme mesurant 150 pieds de haut, équipée de 8 roues gigantesques, et mentionne des ouvriers soudant des sphères d'acier épaisses de 60 pieds de diamètre. Quelques semaines plus tard, l'agence compare ces transcriptions avec des photographies prises par le satellite espion KH-8 Gambit. Les images de reconnaissance confirment la présence exacte de la grue à 8 roues sur rail, identifiée sous le nom de code PN414, ainsi que les sphères de confinement explosif décrites par Price. La correspondance des ratios d'ingénierie entre le dessin de Price et les clichés satellitaires pousse les analystes du renseignement militaire à classer le dossier sous le niveau d'habilitation secret défense. Price décédera brusquement le 14 juillet 1975 d'une crise cardiaque fulgurante dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Un événement qui déclenchera des audits internes de la CIA concernant une potentielle opération d'élimination menée par des agents du KGB utilisant des toxines indétectables, bien que l'autopsie officielle n'ait jamais confirmé ces allégations de meurtre d'État. Entre 1977 et 1978, face à l'accumulation des données, le financement et le contrôle opérationnel passent de la CIA à la Defense Intelligence Agency, DIA, et au commandement de l'armée de terre américaine, AINSCOM. Le projet subit une restructuration militaire totale et adopte une succession de noms de code compartimentés. Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, Sunstreak, avant de devenir définitivement Stargate en 1991. L'unité est relocalisée à Fort Meade, dans le Maryland. Le bureau central est installé dans le bâtiment 2560, une structure vétuste en bois, aux fenêtres obstrugées et sécurisée par des portes en acier à code d'accès, gérée par le major général Ed Thompson. Le détachement G recrute exclusivement du personnel militaire possédant une habilitation de sécurité top secrète SCI. Le sous-officier Joseph McMoneagle, un vétéran du renseignement en Asie du Sud-Est, devient le « Viewer 001 ». En septembre 1979, le Conseil de sécurité nationale charge le détachement d'une mission critique, scruter un bâtiment de construction navale colossal à Severodvinsk, sur la mer Blanche, hors de portée des caméras satellites. Dans sa salle d'isolement à Fort Meade, McMoneagle esquisse les plans d'un sous-marin d'une classe inconnue. Il détaille un navire à double coque de pression, d'une longueur stupéfiante de 170 mètres, doté de 20 tubes de lancement de missiles balistiques, disposés non pas à l'arrière de la tourelle, mais à l'avant. Il prédit formellement la mise à l'eau de ce léviathan d'acier dans un délai strict de 120 jours. 102 jours plus tard, en janvier 1980, l'imagerie satellitaire optique capte la première photographie du sous-marin nucléaire de classe Typhon. Confirmant les dimensions au mètre près, l'agencement atypique des tubes lance-missiles et la présence de la double coque en titane, validant l'une des collectes de renseignements préventifs les plus déconcertantes de la guerre froide. Au début des années 1980, le projet Stargate transitionne de la collecte d'infrastructures vers des opérations tactiques en temps réel impliquant des vies humaines. Le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, retenant 66 citoyens américains. Le Joint Special Operations Command, JSOC, sollicite l'unité de Fort Meade. Les voyants à distance reçoivent les plans architecturaux de l'enceinte diplomatique et se voient confier la tâche de localiser chaque otage, pièce par pièce.
Les rapports déclassifiés montrent que les agents de Stargate ont précisément identifié la chambre de l'otage Richard Quinn, décrivant avec exactitude les symptômes neurologiques de la sclérose en plaques qui forceront l'Iran à le libérer prématurément en juillet 1980. En décembre 1981, le général de brigade américain James Dozier est enlevé par le groupe terroriste d'extrême gauche des Brigades Rouges à Vérone, en Italie. Les équipes du Pentagone s'enlisent. Les agents de la DIA produisent des croquis identifiant un magasin spécifique avec un radiateur distinctif dans la ville de Padoue. Les unités antiterroristes italiennes investissent le périmètre et découvrent Dozier enchaîné dans un appartement situé exactement au-dessus du commerce décrit par les voyants. L'utilité du programme s'élargit. En 1986, en préparation du bombardement de la Libye, opération Eldorado Canyon, le programme Stargate cartographie les bunkers souterrains du colonel Kadhafi, dans le complexe d'Azizia. En 1989, la Drug Enforcement Administration, DEA, transmet le dossier de Charles Jordan, un baron de la drogue en fuite. L'unité de Fort Meade fournit des coordonnées géographiques brutes qui guident les agents fédéraux jusqu'à la petite municipalité de Lovell, dans le Wyoming, où Jordan est appréhendé sans incident. L'effondrement du bloc soviétique en 1991 modifie drastiquement les priorités budgétaires du département de la Défense des États-Unis. En 1995, le Congrès exige une rationalisation des dépenses du renseignement. La supervision du projet Stargate est retirée à la DIA et rétrocédée à la CIA, son commanditaire originel. Le directeur du renseignement central, John Dutch, commissionne un organisme de recherche indépendant basé à Washington, l'American Institutes for Research, AIR, pour procéder à un audit définitif et rétroactif des 20 années d'activité du programme. L'évaluation est confiée à 2 experts au profil diamétralement opposé. Le Dr Ray Hyman, un psychologue expérimental et sceptique notoire des phénomènes paranormaux, et le Dr Jessica Hutz, une statisticienne de renom de l'Université de Californie. À l'automne 1995, le rapport de l'AL livre ses conclusions fracturées. Hutz publie une analyse des données démontrant un taux de succès global de près de 34%, bien supérieur à l'attente aléatoire de 20%. Elle chiffre la taille de l'effet à 0,208, arguant que les chances que ces résultats soient dus au hasard sont d'1 sur 1 milliard, affirmant que l'existence de la perception extrasensorielle est statistiquement prouvée par les standards scientifiques habituels. Hyman, cependant, rejette la validité opérationnelle. Il rédige un contre-rapport stipulant que, malgré l'anomalie statistique indéniable, le projet Stargate n'a jamais produit d'informations brutes ayant pu guider une opération militaire décisive sans le renfort d'autres moyens de renseignement classiques, tels que l'espionnage humain ou les signaux d'interception. Hyman souligne également des failles dans les protocoles de sécurité de certaines sessions du SRI dans les années 1970. Se basant exclusivement sur l'absence d'utilité tactique isolée et face à un coût cumulé de 20 millions de dollars, la CIA exécute la clôture officielle du programme. Le financement est coupé net, le bâtiment 2560 est vidé de son matériel biométrique et 270 boîtes de documents sont transférées vers les archives nationales pour une déclassification progressive. Le projet Stargate s'est achevé sur une ordonnance administrative de la CIA en 1995, scellant 23 ans d'investissement ininterrompu par les plus hautes sphères de l'appareil militaire et du renseignement américain. De l'implication de physiciens spécialisés en physique quantique au Stanford Research Institute, au déploiement opérationnel par le Joint Special Operations Command lors de crises internationales majeures, les archives déclassifiées, totalisant plus de 12 000 pages, exposent une réalité purement bureaucratique et mathématique. Des sous-marins nucléaires soviétiques ont été mesurés à l'aveugle, des otages ont été localisés et des données satellitaires ont corroboré des coordonnées fournies par des individus confinés dans des bases du Maryland. L'American Institutes for Research a officiellement constaté une anomalie statistique indéniable, tout en concluant à l'incapacité du processus à se substituer aux méthodologies de l'espionnage traditionnel. Le gouvernement américain a dépensé 20 millions de dollars, non pas dans la poursuite de l'ésotérisme, mais dans la cartographie militaire rigoureuse des limites du cerveau humain face à la pression géopolitique de la guerre froide. La déclassification totale de ces rapports
offre aujourd'hui un accès libre à la méthodologie de l'Institut de recherche de Stanford, au manuel du protocole de vision à distance et aux audits financiers de la Defense Intelligence Agency. L'investigation sur les véritables capacités de l'esprit humain ne relève plus du domaine de la fiction, mais repose désormais dans les classeurs des archives d'État. Nous vous invitons à examiner ces données factuelles, à consulter les transcriptions des séances déclassifiées et à formuler votre propre évaluation sur l'efficacité de ces opérations gouvernementales. Partagez votre analyse sur les conclusions du rapport de 1995 dans les commentaires et abonnez-vous pour nos prochaines enquêtes basées sur l'examen rigoureux des documents gouvernementaux déclassifiés.